Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de cela quelques temps, je vous avais parlé de ce site extraordinaire qui s'appelle eBay Club et qui est en fait un site de cashback qui vous permet, lorsque vous faites des achats en ligne, en magasin, quand vous achetez des bons d'achat par exemple aussi, d'avoir un pourcentage qui vous est remboursé. Et ça faisait un petit moment que je l'utilise parce qu'il est forcément dans mon moteur de recherche. Vous voulez voir ma petite cagnotte? 1000 €. C'est pas une blague, je vous jure. J'ai 1000 balles de cashback. Ça fait je sais pas combien de mois que je suis plus retournée, mais à chaque fois que je fais un achat, j'utilise mon eBay Club, mais je regarde pas, je fais pas attention. Et là, je découvre que j'ai ça, j'en perds ma voix. Ce qui fait que je vais pouvoir l'utiliser pour des cadeaux pour les fêtes, c'est incroyable. Donc je vous explique quand même un peu le concept parce que c'est génial. L'inscription est totalement gratuite. Et vous allez recevoir, à chaque fois que vous vous inscrivez, 3 € directement de cashback. Sauf que, comme je suis ambassadrice pour eBay Club, c'est pas 3 € que vous allez recevoir, mais 6 € d'emblée. Donc déjà, là, dans votre cagnotte, vous aurez 6 € dès que vous vous inscrivez, ce qui est super cool. Donc regardez, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a mon compte, ma cagnotte de cashback, les amis. Et donc à partir de 10 € de cagnotte, vous pouvez verser ça sur votre compte. Et je vous montre par exemple des trucs super intéressants. On va aller regarder ce qu'ils ont. Mais genre Yves Rocher, 17% remboursé sur votre achat. Histoire d'or, si vous voulez faire des cadeaux pour Noël, ça c'est super cool. On peut aller regarder par exemple ici, hop, dans le menu. On a des voyages, mode et accessoires, high-tech, maison jardin, beauté, santé, culture et loisirs. Lego, Orchestra, le shop de Disney, 4% de remboursé. Oh, et c'est dingue ou pas? C'est incroyable. C'est dingue. Et alors, regardez, ce qui est absolument génial aussi, c'est que vous pouvez avoir du cashback sur vos bons d'achat et cartes cadeaux. On peut acheter les bons d'achat et payer directement avec. Et on a tout de suite, voilà, bah ici par exemple, 4% immédiatement remboursé de la Fnac. On a Ikea, on a H&M, on a La Redoute, Maison du Monde. Oh là là, la grande récré, ouais, il y a plein de choses, hein. C'est terrible, c'est vraiment génial. Vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire dans la description de ma vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien. Et puis je vous mettrai également le lien en commentaire épinglé, hein, comme ça vous êtes sûr de ne pas le louper. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, eh bien j'ai décidé de lancer une nouvelle chronique sur cette chaîne parce que je sais que vous êtes friands surtout d'informations. Vous m'avez souvent et régulièrement demandé d'avoir des infos sur la vie après la mort, la réincarnation, la sorcellerie, etc. Plein de sujets. Et je dois vous avouer que je ne me sentais pas totalement légitime de vous parler de tout ça et je n'ai pas entièrement toutes les connaissances. J'ai donc eu la chance de rencontrer Clémence. Et Clémence, c'est une pro de chez pro. Et donc, à travers différentes vidéos, nous allons aborder ensemble différents sujets pour pouvoir vous instruire et vous apporter un contenu qui, je pense, va vous apporter énormément de choses. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Clémence, je te propose tout d'abord de te présenter à mes abonnés, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, comment est-ce que tu as acquis toutes ces connaissances, voilà. Avec plaisir. Alors, bonjour, moi c'est Clémence. Je suis ce qu'on appelle un médium passeur d'âme. Le médium passeur d'âme, c'est tout simplement le médium qui a la capacité de ressentir les énergies et donc aussi de les nettoyer. Donc évidemment, on va nettoyer tout ce qui est âme errante, mais pas seulement, on nettoie aussi tout ce qui est mémoire des murs, mémoire des sols, mémoire des lieux, toutes les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et je travaille également dans tout ce qui est guidance parce que j'ai la médiumnité de claire connaissance. La médiumnité de claire connaissance, elle me permet de recevoir des informations quand vous venez me voir en séance. Et ces informations, elles vous aident pour justement aller vers un épanouissement, débloquer des problématiques, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis absolument toute petite. La claire connaissance, j'entendais tout le temps des gens me
parler dans la tête depuis ma plus tendre enfance, sans savoir ce que c'était, mais je prenais, c'était tellement chouette que je prenais toutes les infos. Et le ressenti avec tout ce qui est médiumnité, énergie, entité, c'est venu aussi vraiment dès l'enfance. Et puis c'est avec ma 4e maternité, ma 4e grossesse, que tout ça s'est totalement explosé face à moi et où j'ai vraiment compris que j'étais passeuse d'âme et qu'il fallait que j'en fasse mon métier. Voilà. C'est trop bien. Alors aujourd'hui, eh bien, on vous propose ce premier thème qui est la vie après la mort. Y a-t-il réellement une vie après la mort? Et tous les sujets qui en découlent, donc savoir, tiens, comment ça se passe, comment est-ce qu'on communique aussi avec l'au-delà, les dangers de la communication avec l'au-delà. Ce sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors c'est parti, 3, 2, 1... on y va. Alors je propose qu'on démarre avec le processus de la mort. Que se passe-t-il au moment où on a ce dernier souffle? Alors au moment où on a vraiment la mort qui intervient, alors il faut déjà savoir que toute mort, qu'elle soit accidentelle, qu'elle soit traumatique ou qu'elle soit après une longue maladie, toute mort est programmée. Ça veut dire que notre heure est plus ou moins prédéfinie, on a toujours un libre arbitre dessus bien heureusement. Et donc cette mort, elle se prépare aussi en amont. Ça veut dire qu'on met aussi 9 mois à venir sur Terre, dans le ventre de notre maman. Et la mort, elle se prépare aussi toujours 9 mois plus ou moins en amont. Donc il y a toujours des petits signes qui vont nous laisser penser qu'effectivement, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de se préparer. C'est chouette quand on sait les repérer parce que du coup, ça permet vraiment d'aider la personne à passer, de libérer des craintes, d'aller exprimer aussi des remords, des regrets, un pardon aussi parfois. Et une fois que la mort intervient, ça y est, c'est le moment. L'âme, elle est tout de suite extraite du corps. Et quand je dis extraite, c'est un peu violent, je trouve, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est que le corps arrête de fonctionner, donc vraiment métaboliquement, physiquement, il n'y a plus rien. Et l'âme est vraiment éjectée tout de suite du corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait. L'âme, à ce moment-là, en fonction des circonstances du décès, elle peut ne pas se rendre compte en fait qu'elle est décédée. Se dire, tiens, je vais continuer ma petite vie. Admettons si là, je décède d'une crise cardiaque, si j'en prends pas conscience, ça ne va pas arriver, ne t'inquiète pas. Si j'en prends pas conscience, eh ben, je pourrais continuer en fait à donner cette petite interview avec toi. Mais alors, sans arrêt dans le temps? Oui. Donc tu vas revivre ad vitam aeternam, cette interview. Et donc tu serais là dans ce fauteuil tout le temps. C'est ça. Mais alors tu ne pourrais pas voyager dans les pièces de la maison? Non, parce que là en fait c'est ce qu'on appelle des entités de niveau 1. Elles sont totalement bloquées dans leur réalité spatio-temporelle. Ça veut dire qu'elles se sont figées dans le temps, elles se sont figées dans leur action. Et donc elles n'ont pas cette possibilité de voyager. Elles sont vraiment enfermées et elles n'ont pas conscience que le monde autour d'elles évolue, change. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup, alors c'est le type d'entité qu'on va retrouver le plus et fort heureusement parce que du coup elles sont très faciles à faire passer dans la lumière. Mais ça c'est vraiment quelque chose de terrible, c'est qu'on va retrouver finalement quelqu'un qui est encore en train de réparer son vélo alors que ça fait 100-150 ans qu'il est mort quoi. Donc ça c'est des choses qui se passent. Si quelqu'un vit un événement traumatique, admettons une personne est assassinée, est-ce qu'elle peut revivre son assassinat et donc la douleur aussi? Oh ça c'est horrible alors par contre. Lors de ma dernière conférence que j'ai donnée au sujet du passage d'âme, à ce moment-là, en fait, je parlais effectivement des âmes errantes et je ressens une baïonnette et qui me transperce. Et je comprends tout de suite qu'effectivement, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer qu'il est mort à cet endroit-là, d'un coup de baïonnette dans le ventre. C'était tellement puissant que j'étais incapable de dire le mot baïonnette. Je l'ai fait comprendre, mais je ne pouvais pas le dire tellement ça me transperçait. Donc ça, oui, effectivement, les âmes revivent leur mort et les émotions associées à leur mort. Et c'est horrible parce qu'on se dit mais quelle souffrance. Et c'est ad vitam aeternam. Moi j'ai fait une séance de Ouija avec des amis et on est rentré en contact avec la petite amie d'une des filles qui était là et qui malheureusement s'est suicidée. On lui a demandé si elle était bien là où elle était et elle nous a répondu non. Et donc à mon avis c'est parce qu'elle est peut-être bloquée dans ce suicide qu'elle a vécu, mais alors elle est quand même capable, donc elle revit peut-être ce suicide, mais elle est quand même capable de communiquer du coup avec nous? Oui, parce qu'en fait, donc au moment de la mort, donc soit on prend pas conscience qu'on est décédé et donc on reste bloqué sur ce que j'appelle le plan intermédiaire, d'autres appellent ça le bas astral, mais moi j'ai choisi de l'appeler le plan intermédiaire parce que du coup on enlève toutes les connotations négatives qui peuvent faire parce que le bas astral ça fait tout de suite penser esprit démoniaque, possession. Même moi j'y vais pas dans le bas astral, enfin voilà, non c'est pas possible. Donc plan intermédiaire
intermédiaire, c'est plus soft. Ok. Et ces entités bloquées sur le plan intermédiaire, en fait, elles n'ont pas toutes le même niveau. Ça veut dire qu'on va pouvoir les catégoriser en fonction de 6 niveaux. Premier niveau, c'est celui que je t'ai dit, Oui. enfermé dans leur réalité spatio-temporelle. On va avoir le niveau 2, avec toutes ces âmes qui sont décédées en même temps d'une même mort. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple que je prends très souvent. Les victimes d'une chambre à gaz à Auschwitz, ils peuvent s'enfermer dans une réalité spatio-temporelle, mais ensemble. Ça, c'est absolument lourd quand on travaille ce type Donc si d'énergie. par exemple tu meurs dans un accident d'avion, Oui. tu peux revivre l'accident d'avion. Oui. C'est atroce. C'est Mais vraiment tu revis horrible. l'accident d'avion sans avoir conscience que tu es décédé. Et donc, ce qui va se mon passer, c'est qu'il y en a qui vont se rendre compte qu'il y en a qui sont morts, qu'il y en a qui sont blessés, puis il y en a qui vont pas se rendre compte que sont morts. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à soigner, à essayer d'aider, à appeler des signaux, à essayer vraiment de faire en sorte d'organiser des soins, d'organiser de la guérison, alors qu'ils n'ont pas compris que eux-mêmes étaient décédés. C'est dingue. Oui. C'est dingue et en même temps, ce sont des énergies très faciles à passer parce qu'il y a toujours un ou deux leaders. Il faut juste s'adresser aux leaders et les 150 personnes qui suivaient, elles passent en même temps. Donc ça, Comment tu fais par exemple, je reprends l'exemple de l'avion parce que c'est ce qui me vient tout de suite en tête. L'avion se crache en pleine mer. Comment est-ce que tu arrives du coup à retrouver ces entités qui revivent ça ensemble et à les faire à les libérer de l'état dans lequel ils sont alors qu'ils sont peut-être au milieu de la mer ou tu vois, enfin. Alors, il se peut qu'il y en ait une qui va se détacher pour dire « bougez pas ». Je vais demander de l'aide. Et donc, dans sa réalité, elle va s'enfermer à prendre un canot de sauvetage et aller au rivage demander de l'aide. Et puis, nous, il se trouve qu'on est à ce moment-là en train de tranquillement de se baigner. Puis, on va ressentir une âme errante qui nous dit oh, « S'il te plaît, viens m'aider, j'ai besoin de toi là-bas. » Et donc, on va, en projection de conscience, on va aller se mettre sur l'endroit précis. On va dire « Ok, là, il y a quelque chose. Je vais vous aider. Regardez, je suis l'équipe de secours. Passez tous par là. Faites-moi confiance. » Et ils passent tous en même temps. Parce qu'ils sont tellement perdus qu'ils ont besoin de ça. Ouais. Et ils suivent tout de suite, quoi. Tout de suite. En général, le leader peut dire « Je vais rester là, on sait jamais s'il y en a d'autres qui doivent venir, je garde la porte. » Mais en général, ils passent tous tout de suite et c'est ça qui est chouette. Ok, d'accord. Après, on a le niveau 3. Là, ce sont les entités qui, quand elles décèdent, ont conscience qu'elles sont décédées et ont conscience qu'elles peuvent interagir avec la matière. Donc, c'est celles qui vont se mettre à voyager dans nos lieux de vie, qui vont nous suivre, qui vont peut-être essayer de claquer une porte pour voir tiens, qu'est-ce que ça provoque comme sensation chez nous? Et moi, j'ai toujours, ce sont des entités qui sont franchement pas bien méchantes. Elles sont juste là, en fait, sans trop savoir quoi faire. Elles sont perdues. On dit souvent ce terme de poltergeist, qui est une entité qui peut bouger un objet ou faire émettre un son ou des choses comme ça. Et j'avais entendu que souvent, on associait ça à des enfants, parce que les enfants s'ennuient et que donc on envie de retrouver ce truc du jeu et que d'avoir par exemple quelqu'un qui vient aller tirer ta couette pendant que tu dors, des petites choses comme ça, ça peut souvent être un enfant, un ado ou voilà. Ça peut être, j'imagine, un adulte aussi. Mais ça peut être à partir en fait du niveau 4, 5 et 6, on entre dans les entités dangereuses. Dangereuses dont il faut se méfier parce qu'elles sont puissantes et qu'elles ont compris que nous, on est un petit peu bêtes dans notre monde énergétique et qu'elles ont l'ascendant sur nous. En tout cas, elles pensent avoir l'ascendant. Les entités niveau 4, ce sont elles, les entités poltergeist, qui vont justement se dire « Ah, mais tiens, j'ai repéré que Clémence, elle a peur quand je fais grésiller la lumière. Eh ben, je vais faire grésiller la lumière. Je vais aller claquer une porte. Je vais bouger des objets. Je vais faire tomber quelque chose qui provoque un bruit. » Et tout le monde se dit « Mais tiens, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, ce sont des entités joueuses. Donc, ça peut être des enfants, effectivement, mais ça peut être aussi des entités qui ont compris qu'on était fragile énergétiquement parlant et qui vont s'imbriquer dans nos failles et qui vont jouer avec nous dans l'unique but de récupérer notre énergie. Ah, c'est ça. Ce type d'entité, c'est d'ailleurs elles qui font tout ce qui va être phénomène de parasomnie. C'est lié à ce type d'entité-là. Donc tout ce qui va être somnambulisme, terreur nocturne chez les enfants. Bah, super, c'est de là mes crises de somnambulisme alors. Bah oui, bien sûr. Mais chez les personnes qui sont éveillées, il y a toujours un moment donné où ça passe par le sommeil. Ok. Toujours. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos et j'avais expliqué dans la vidéo précédente, je sais pas si tu l'as vu avec Thomas, où on parlait de nos histoires paranormales. Tu vois l'histoire que je raconte à la fin dans la maison de Gaël où j'ai été vraiment tenue et j'avais ce bourdonnement dans les oreilles. Mon grand-père qui faisait des voyages astrales, qui savait quitter son corps, ça démarrait toujours par ces fameux bourdonnements. C'était vraiment le truc qui lui disait ah ok ça commence quoi. Il avait ce bourdonnement et puis il avait vraiment comme un bouchon de champagne qui
comme ça, et il était sorti. Et donc quand j'ai eu ce bourdonnement, d'abord j'ai pensé que c'était ça, mais j'ai vraiment senti que quelqu'un, tu sais, me maintenait pour essayer de rentrer dans ma tête. Et j'ai vraiment dû me dire, ok Jill, allez, t'es beaucoup plus forte que ça, tu contres le truc tout de suite, t'es une sorcière, tu sors du truc maintenant. Et j'ai vraiment su sortir, mais comme si on me sortait la tête de l'eau, quoi, et qu'on avait essayé de me noyer. D'ailleurs Simon a eu très peur parce qu'il a fait un bond de mètres dans la pièce. Mais donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une entité. Donc, en général, niveau 4 ou 6. Ouais. Dans ce cas-là, je pense qu'on est sur du 4 encore. C'est une entité qui, à un moment donné, comprend qu'il y a peut-être une brèche, qu'il y a peut-être un moyen de s'infiltrer, parce que si mes souvenirs sont bons, c'était pendant la nuit, oui. T'étais réveillée, oui. mais bon, on est quand même dans cette phase où il faut savoir que quand on dort, l'âme quitte le corps, hein, elle va voyager, elle va prendre des soins énergétiques là-haut, on fait vraiment plein de choses quand on dort, et il suffit que t'étais pas totalement revenu, tu sais, peut-être que il y avait encore 5% de ton âme qui devait encore revenir, et ben l'entité a eu envie de prendre le pouvoir sur toi pour alors profiter de ton énergie, parce qu'effectivement tu as une énergie très puissante, donc chouette, je vais me nourrir de l'énergie de Jill, et donc elle te maintient, et ce type d'énergie là, entité de niveau 4, c'est celle qui vraiment se manifeste physiquement avec des lourdeurs, avec ces impressions de ne pas pouvoir bouger, les oreilles qui bourdonnent, comme si on était vraiment forcé et contraint à certaines choses. Et oui, effectivement, il a eu envie finalement de créer ce qu'on appelle une emprise. Alors sur le plan rationnel, quand on parle par exemple de paralysie du sommeil, parce que souvent, voilà, dans les commentaires qu'on remarque sur les vidéos, dont la vidéo de Gaëlle où elle parlait de ces fameuses paralysies du sommeil, il y a ce côté un petit peu plus scientifique où on dit que la connexion entre le cerveau et le corps ne se fait pas pendant quelques secondes, parce qu'on a l'impression que ça dure très longtemps, mais c'est un laps de temps qui est très court, et soit le corps se rendort et puis on se réveille normalement, ou soit cette petite connexion ne se fait pas et on a le cerveau qui est réveillé et le corps qui ne bouge pas. D'un point de vue plus surnaturel, si on peut dire ça comme ça, une paralysie du sommeil, ça peut être autre chose que quelque chose de rationnel? Oui. Oui. Pour moi, c'est toujours lié à une entité. Ok. C'est une entité en général niveau 4 aussi, qui, pendant qu'on dort, a bien vu quelles étaient nos brèches, encore une fois, et va vraiment exercer son pouvoir et sa puissance sur nous, pour nous montrer que c'est elle le maître. Et ça, d'office, en fait, il faut, après une paralysie du sommeil, il faut comprendre, ok, quelles sont mes problématiques en ce moment, quelles sont mes brèches, etc. Donc vraiment conscientiser, faire face à sa propre ombre pour justement que l'ombre ne soit plus ombre, mais qu'elle devienne lumière, parce qu'on l'aura mise en conscience. Et du coup, faire aussi un bon nettoyage de la chambre. Et ensuite, le soir, quand on sait qu'on est sujet à ce type de choses, le soir, on va se coucher en faisant une belle protection de la chambre pour éviter justement que des entités viennent profiter de nous pendant le sommeil. Il faut se dire un truc, une image très simple, c'est que finalement, quand on dort, on est comme un frigo ouvert et on a laissé la porte de la maison ouverte, on a laissé le frigo ouvert, et en fait, finalement, il y a des intrus qui entrent dans la maison pour se nourrir de tout ce qu'il y a dans notre frigo. C'est exactement ce qui se passe la nuit. Si on est un peu ouvert à la spiritualité et qu'on n'a pas fait suffisamment de protection énergétique. Ok. Les enfants aussi, ils font énormément ça. Hein. Ouais. Les enfants, c'est terrible pour eux. C'est beaucoup de canalisation, et notamment en ce moment, le sommeil des enfants est extrêmement perturbé depuis environ 2 mois. Okay. Ça, ouais, c'est vraiment lié à tout ce qui est mouvement vibratoire en ce moment, donc c'est ok. D'où le fait que Bella fait des insomnies. Oui, bien Parce sûr. qu'elle m'a parlé il y a quelques jours en me disant j'ai des soucis avec mon sommeil, je me réveille à 2h du matin, puis je ne sais plus me rendormir avant 4h. Alors il y a des heures à entité. On dit que quand on se réveille la nuit, en général à partir de 23h30, 23h, minuit, jusque 3h30, 4h du matin, ce sont des entités. Oui, moi ça a toujours été, pendant tout un temps, maintenant je ne l'ai plus trop, mais pendant tout un moment, c'était entre 3h et 3h30. Ouais. Toujours, c'était, mais vraiment, je regardais, et je ne devais pas aller spécialement aux toilettes, hein, c'était vraiment juste, hop, je me réveillais. Et c'était toujours entre 3h et 3h30. Ça, c'est typique des âmes errantes, en fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a une âme errante qui entre dans la chambre et qui profite de notre sommeil. Alors là, dans ces cas-là, c'est pas forcément pour nous vouloir du mal ou quoi que ce soit, mais juste nous dire, coucou, je suis là, est-ce que tu peux m'aider? Ouais. Ah oui, t'imagines, elles sont perdues comme ça, elles voyagent, et puis au bout d'un moment, elles en ont marre, elles ont fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Pas éventuellement demander de l'aide. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur comment bien protéger sa maison, comment nettoyer sa maison aussi quand on a des choses chez soi, et puis comment aider peut-être aussi ces âmes qu'on pourrait avoir à la maison avant de faire appel à une professionnelle quand évidemment on n'a pas tous la capacité de pouvoir le faire, et ça peut même parfois être dangereux si on fait les choses de travers. Donc il faut le faire vraiment avec bonne conscience, donc on en reparlera après. Mais avant cela, on va continuer avec les différentes étapes. Oui, donc là on a parlé niveau 1, 2, 3, 4. Oui. Niveau 5, ce sont des entités qui vont créer des états possessifs.
Donc ce sont des entités qui ont toujours des addictions et qui au moment de leur mort vont essayer de recréer leur addiction. Et elles vont se rendre compte que finalement s'enfermer dans une réalité spatio-temporelle à boire leur verre de whisky, ça fonctionne pas. Ce qu'elles cherchent, c'est l'ivresse. Et elles vont comprendre très vite que certains êtres humains portent cette ivresse à certains moments. Et donc elles vont aller se fixer. Et là c'est ce qu'on appelle soit l'incorporation, soit la possession. Elles vont aller se fixer comme ça sur des personnes et elles vont vraiment intensifier leur ivresse. Donc c'est des gens qui vont se mettre à boire comme pas possible, vraiment à se dire mais je contrôle plus mon addiction alcoolique finalement, et qui vont finir, moi j'ai toujours, ils vont finir carpette, donc ils finissent, ils sont vidés énergétiquement. L'entité a pris tout ce qu'elle pouvait prendre. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va, elle va chez son deuxième hôte, parce qu'ils ont toujours deux hôtes ces entités. Et on va avoir pendant ce temps-là le vivant qui va dire ça va mieux, j'arrive à reprendre le dessus, et qui va promettre à sa bonne femme que plus jamais il va reboire un verre d'alcool, que ça y est, c'est des bonnes résolutions, tout va aller mieux. Et on va avoir comme ça pendant environ un mois quelqu'un qui va être plein de bonne volonté. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se recharger au niveau vibratoire, et quand il sera bien plein au niveau vibratoire, l'entité qui l'avait quitté va revenir en disant cool, il y a à nouveau à manger. Et donc paf, on va avoir le vivant qui va se remettre à boire alors qu'il avait fait des promesses, etc. Donc ça, c'est assez rare quand même, il faut le savoir. Ça veut pas dire que derrière chaque addiction, il n'y a pas toujours une entité non plus. Non, parce que j'imagine qu'on peut avoir des addictions liées à des soucis qu'on a dans la vraie vie, et pas spécialement une entité qui vient pour se recharger sur nous. On va être sur des grosses addictions, vraiment l'alcool, les drogues, ou alors vraiment des choses très, très compulsives qui nous dépassent. On sent qu'on n'a pas le contrôle. Ça, c'est le signal qu'on n'est pas tout seul à vivre cette addiction. D'accord. Et ensuite, on a les entités de niveau 6, qui sont donc les entités possessives à proprement parler, et qui décident complètement de prendre la place dans le corps de la personne. Donc on pousse l'âme de la personne pour que l'entité possessive puisse prendre toute la place. Il y a deux états dans l'état possessif. Il y a l'état latent, où finalement la personne va plus ou moins bien, elle est fatiguée, elle a des maux de tête, elle se sent pas comme d'habitude. Il y a des petits signaux qui nous laissent penser que... Des visions et tout ça aussi, non? Des flashs d'images, des trucs comme ça. Et des trucs assez trash d'ailleurs, en général, des couteaux avec du sang, des flashs de vie karmique, etc. Donc il y a tout ça, et on se dit tiens, c'est bizarre, ça m'appartient pas. Et puis ensuite il y a l'état de crise où là clairement l'entité prend toute la place, et donc il y a la crise, j'ai envie de dire c'est presque comme dans l'exorcisme. C'est ça. Donc ça c'est d'office, il faut un médium passeur d'âme exorciste, parce que tous les médiums passeurs d'âme ne peuvent pas travailler sur les entités 5 et 6. Il y a tellement un niveau là énergétique qu'il faut pouvoir faire face à ce type d'énergie. Il faut savoir se protéger, j'imagine, soi-même déjà avant tout, pour ne pas prendre... Pour pas prendre. Alors déjà d'office, un passeur d'âme ne peut pas vivre la possession. Ou s'il la vit, c'est karmique. Donc ça, parce qu'il devait la vivre. Oui, voilà. Parce que vivre, moi j'ai déjà eu le cas d'un client qui a vécu une possession et qui ensuite a pu aider et devenir lui-même exorciste. Parce qu'il avait connu la possession de l'intérieur, du coup il pouvait en parler et donc encore mieux la soigner, l'aider. Et donc cette vieille légende urbaine de dire qu'il nous faut un prêtre catholique exorciseur, ce n'est pas nécessaire. Non. Alors, pendant tout un temps, tout ce qui était côté ésotérique, pendant 2000 ans, toute notre éducation judéo-chrétienne, on nous a laissé penser que la loi, l'autorité, c'est qui? Eh ben, c'est l'Église. Voilà, tout simplement. Et du coup, toutes les personnes qui développaient le côté spirituel n'étaient pas du tout crédibles. D'ailleurs, vous avez très certainement entendu parler des bûchers de sorcières, etc., où on va aller noyer les sorcières et puis voir si éventuellement elles ressortent vivantes, auquel cas on les tuera quand même. Donc, on a donné ce pouvoir à l'Église qui avait en fait une seule chose, c'est la foi. La foi et la confiance en une chose, c'est la foi en l'amour. Donc c'est pour ça que les prêtres exorcistes pouvaient faire ce type de mission. Mais aujourd'hui, un médium passeur d'âme qui est dans sa mission de vie, et j'insiste parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde, quelqu'un qui a ça dans sa mission de vie, qui fait ça dans la foi avec une belle intention et dans l'amour, il fait des miracles. C'est ça qui est chouette. Et il y a de moins en moins de prêtres qui acceptent de venir nettoyer des maisons ou faire des exorcismes. Parce que j'imagine qu'ils ne sont absolument pas formés pour. Oui, et puis pour eux, il y a quand même ce tabou pour eux, la vie après la mort, c'est forcément soit au paradis ou soit au purgatoire. Et si c'est au purgatoire, on ne doit pas en parler. Donc forcément, à partir de là, on est coincé. Ils se coincent eux-mêmes. Alors qu'en fait, le purgatoire, on pourrait simplement dire que c'est le plan intermédiaire, qui est un plan d'errance, qui est un plan d'entre-deux, où l'âme est justement dans ces niveaux, en train d'errer, et puis un jour, elle en aura marre. D'elle-même, elle va peut-être demander à accéder
au ciel, au paradis, sur les plans de lumière, on appelle ça comme on veut en fonction de ses croyances, et qui, voilà, pourra un jour accéder au bonheur, à la paix. Quelles sont les personnes qui peuvent être plus sujettes à avoir un cas de possession? Est-ce que c'est des personnes en particulier, ou ça pourrait être... tu vois, est-ce qu'il faut avoir une certaine faille ou une certaine faiblesse, ou un certain, déjà, déséquilibre énergétique ou vibratoire? D'office. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien, qui est aligné, qui travaille sur lui, qui a encore plein de failles, plein d'ombres, mais qui les travaille, il n'y aura pas de possession. Par contre, quelqu'un qui a été démoli depuis l'enfance, qui a des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures d'humiliation très marquées et très entretenues, pour peu que là-dessus se soit ajouté de l'alcool, de la drogue, la cigarette aussi, hein, parce que la cigarette c'est un énorme brouillard énergétique, ces personnes-là, elles se rendent évidemment, pour peu qu'il y ait encore en plus de l'autodestruction, de l'autosabotage, quelqu'un qui va toujours faire en sorte que rien ne va dans sa vie, parce qu'on est dans cette notion de auto-victimisation. Oui, là, effectivement, ce sont les personnes qui sont les plus sujettes à vivre la possession. Mais j'insiste, c'est rarissime la possession. Oui. Moi, je le vois beaucoup dans ma pratique, mais parce que c'est mon métier. Oui. Mais c'est rarissime. Sur toute ta carrière, tu as vécu combien de cas de possession où tu t'es dit, là, c'est chaud, quoi? Ça fait 4 ans que j'exerce à temps plein. J'ai dû faire 40 exorcismes et j'en ai vécu 2-3 très très costauds. Tu peux nous en parler? Oui. Ah ouais, la meuf qui adore les trucs un peu gore. Oh oui, vas-y, j'adore. C'était un monsieur qui venait du Luxembourg avec sa sœur. Sa sœur disait qu'il parlait en langue, donc qu'il y avait vraiment des choses très particulières. Et que dès qu'on lui parlait de se faire nettoyer ou quoi que ce soit, il devenait fou, littéralement fou. Donc la solution, ça a été de l'amener un petit peu, un petit peu beaucoup même, sans le dire. Donc il est arrivé, on lui a fait croire que c'était pour une formation et puis en fait, on a commencé l'exorcisme et très vite il a compris. L'exorcisme n'étant pas du coup totalement demandé par la personne. Le client s'est mis à vomir, à transpirer, mais des litres et des litres de transpiration. Et il avait aussi son corps qui s'était totalement... il était devenu poupée de chiffon, donc il était assis sur une chaise, il avait quand même les mains attachées parce que c'est la pratique dans l'exorcisme. Et son corps avait vraiment des postures qui étaient absolument pas naturellement possibles. Et ça a duré une bonne heure. Et puis d'un coup, ça lâche. Et puis hop, on sent qu'il revient et il n'a aucune conscience de ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il a des douleurs physiques? Ils sont épuisés. Il avait dit j'ai mal partout et notamment il avait mal au bras. Je me souviens, il était arqué. Il s'était carrément arqué. À un niveau, même moi qui fais de la danse, je suis pas capable de faire aussi bien que lui. Et donc il avait très mal au dos et au bras. Il était épuisé, vidé. Donc ça c'était au tout début. Il y en a un autre aussi que j'ai fait qui était assez costaud, où pareil c'est quelqu'un qui jetait des crucifix dans la pièce, qui moussait quand il était en crise possessive. Donc vraiment la possession, la vraie de vraie, j'ai envie de dire. Et quand j'ai fait l'exorcisme, donc c'était pareil, c'était attaché à une chaise parce que c'est vraiment la règle de sécurité. Ils peuvent devenir extrêmement violents. Oui. Mais est-ce que ces gens-là, ils sont habités par... Est-ce qu'on peut appeler ça une entité démoniaque? Oui. Par quelque chose qui n'est finalement pas l'entité d'un humain, mais qui est quelque chose de bien plus puissant. Alors moi, j'aime pas parler d'entité démoniaque parce que du coup, on se pose sur la croyance que le diable existe. D'accord. Et pendant 2000 ans, on a dit aux gens, il y a Dieu et il y a le diable. Et donc... admettre que le diable existe, c'est admettre qu'il y a une puissance contre laquelle je ne peux rien faire. Et moi, en tant qu'exorciste, je ne peux pas dire qu'il y a des puissances contre lesquelles je peux rien faire. D'accord. Sinon, je me coupe l'herbe sur le pied, je peux rien faire. Il faut savoir que les entités possessives, ce sont en général des entités qui sont là depuis la nuit des temps. Donc en général, on retrouve des entités qui sont là depuis l'Antiquité et qui sont tellement enfermées dans leur truc, tellement en souffrance qu'à un moment donné, elles ont acquis une super colère qui va se transformer justement en quelque chose de sale, de type démoniaque. On n'est pas dans la démonologie propre, mais on est vraiment dans quelque chose de tellement puissant qu'effectivement, ça fait peur. Et les gens possédés en crise, ils ont une force. C'est incroyable. Même, j'ai fait une petite fille récemment, elle prend des armoires, elle balance des armoires sur ses parents, à 10 ans, à bout de bras. Donc c'est pour ça que ça peut choquer quand je dis qu'on attache, mais on est obligé pour notre sécurité. Ouais. Même si moi je sais qu'il peut rien m'arriver quand je suis en séance d'exorcisme, dans certains cas oui j'attache. Et donc là on fait l'exorcisme, j'ai toujours quelqu'un avec moi pour m'accompagner parce que dans les cas les plus compliqués il m'aide et ça va plus vite. Et il commençait à se débattre sur la chaise, vraiment à avoir des attitudes, les yeux injectés de sang et le regard animal.
Oh là là. Le visage qui se transforme, donc on a vraiment un visage qui se creuse et c'est plus lui. Et vraiment, c'est dingue de voir à quel point un visage peut changer. Je lui ai passé de l'eau bénite dans le dos avec les prières de l'archange, Michael, etc. Et dès qu'on lui passait l'eau, ça faisait comme un crissement, comme si c'était en feu et que ça réagissait. C'était assez dingue. Et puis pareil, d'un coup, paf, ça lâche. Et puis je me souviendrai toujours, il a levé la tête et il m'a dit « C'est bon Clémence ». Oh, t'es dingue. Et au même moment, moi, c'était « Ok, c'est bon ». Mais du coup, là, tu utilises quand même, quelque part, des outils de l'église, Oui. puisque tu utilises de l'eau bénite Oui. et des prières avec Oui. des archanges. Oui. Donc, quelque part, est-ce qu'il y a quand même, tu vois, ce côté un peu du bien et du mal, Dieu, le diable Oui, alors c'est vrai quand on lit par exemple l'exorcisme romain de l'église catholique romaine, c'est horrible. Ce qu'on dit à l'entité, c'est horrible. Et ça va à l'encontre de l'amour finalement qu'on Ok. devrait leur donner. C'est vrai. Sauf qu'en fait, quand on utilise les petits outils catholiques, Mhm. on se pose sur l'égrégore que D'accord. ça véhicule depuis 2000 ans. C'est-à-dire un égrégore de libération, d'amour, de... On va y arriver. Qu'est-ce que Donc- c'est un égrégore pour ceux qui nous regardent? Parce que nous, évidemment, on sait ce que c'est, mais Ouais. tout le monde ne sait pas ce que c'est un égrégore. Un D'ailleurs, je vois égrégore. Sarah qui est derrière et qui dit oui, je ne sais pas ce que c'est. Un égrégore, c'est une masse énergétique. Moi, j'aime bien dire que c'est un petit nuage qui va vraiment, en fait, capter toutes les émotions qui convergent dans le même sens. C'est-à-dire que, admettons, si Jill et moi, aujourd'hui, on a peur, là, d'un coup, au-dessus de nous, pouf, il y a un petit nuage avec l'émotion qu'on a actuellement, c'est-à-dire la peur, qui va venir se mettre ici. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui entre dans la pièce et qui se met à avoir peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir aussi alimenter ce petit nuage. Et ce petit nuage, en fait, va grossir au fur et à mesure qu'il est alimenté avec la même émotion ou la même vibration. Et à un moment donné, cet égrégore, il va être suffisamment puissant pour rayonner. Donc ça marche en négatif, mais ça marche aussi en positif. Donc par exemple, moi je dis toujours... Regardez, enfin écoutez, ressentez l'égrégore après un enterrement dans une église. On sent que c'est lourd, on sent qu'on est plombé, etc. Par contre, l'égrégore après un mariage, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. On sent que ça part vers le haut, on sent que c'est joyeux, etc. Il y a de la musique, on entend de la musique pour ceux qui entendent. Donc ça, c'est vraiment très fort de s'appuyer sur des égrégores. C'est comme la Vierge Marie. On s'appuie sur l'égrégore de la Vierge Marie dans la notion de protection de la mère à l'enfant. Ok. Mais si on reprend son histoire, en aucun cas, elle a su protéger son enfant quand même. Hein. Ouais. Elle l'a retrouvé à 33 ans cloué sur une croix. Ouais, ouais, ouais. Mais dans sa puissance déjà. Dans parce son qu'elle- intention, Voilà. c'est ça en fait. Elle est maître ascensionnée déjà, donc elle a déjà une puissance dingue. Et en plus se rajoute à ça l'égrégore que les gens lui portent depuis 2000 ans d'être celle qui protège. Et donc quand on appelle Marie, on appelle aussi l'égrégore et donc on vient potentialiser sa puissance. C'est ça. Oui, donc en fait, quand on fait une prière à Marie, ce n'est pas Marie qu'on contacte, mais son égrégore. L'énergie, la puissance qui a été créée par les hommes finalement, Ouais. l'énergie que les gens ont mis sur cette personne-là en particulier, comme ils le font sur Jésus ou C'est sur, ça, ouais, sur Mohamed ou voilà. complètement. Marie notamment pour les enfants, elle est exceptionnelle. Ok. Quand un enfant qui a du mal à dormir, je pense à Bella par exemple, Ouais. va faire une petite prière à la Vierge le soir. Mais ça on fait toujours dans nos Et- rituels du soir. Bon, super. On fait, les enfants font une petite prière et à chaque fois ils disent, ils font le salut à Marie avant d'aller faire dodo. Ça fait vraiment partie. Alors C'est chouette. moi mes enfants ont été baptisés, sauf Jude. C'est pas du tout qu'on voulait pas le faire, mais c'est malheureusement au moment où Jude devait être baptisé, c'est le moment où j'ai divorcé et tout ça, donc Oui. ça ne s'est pas fait, mais on aimerait vraiment le faire avec Jude. Et donc moi j'ai toujours expliqué à mes abonnés qu'on pouvait appeler ou croire en certaines forces, mais en même temps, voilà, moi je pratique la sorcellerie, toujours évidemment dans de la bienveillance et dans de la lumière, parce que les deux n'iraient pas ensemble. Non. Mais je n'oblige pas mes enfants à aller à l'église ou des choses comme ça. On est croyant sans être vraiment pratiquant catholique. On croit vraiment à ce qu'on veut. Oui, Moi, je suis aussi croyante et pratiquante. Mes enfants se préparent pour la communion, etc. Mhm. C'est leur choix. Et donc, je les accompagne à l'église. Mais à l'église, je ne dis pas ce que je fais parce que pour l'église, je ne suis pas légitime. non, je ne c'est suis ça, pas pure. bien sûr, évidemment. C'est mal. Alors qu'en fait, moi, finalement, tout ce qui compte, c'est ce que je vibre. C'est aller vers les intentions. C'est peu importe ce que j'utilise. Je peux utiliser parfois des outils sanscrits, parfois des outils de la religion Oui. catholique, juive, etc. On va piocher là où on a besoin. Et en fait, tout ce qui compte, c'est l'intention qu'on y met. Mais Donc, c'est ça. on Parce que moi fait ce j'appelle qui une nous parle. religion éclectique, c'est vraiment d'aller chercher en fait toutes ces bonnes choses qu'on peut retrouver dans diverses religions. Par exemple, moi il m'arrive, je ne suis absolument pas pratiquante musulmane, mais il m'arrive de faire passer des sourates sur un baffle dans la maison parce que je sais que ça a une puissance extraordinaire pour nettoyer le lieu par exemple. Et donc faire passer une sourate de nettoyage en faisant passer de la sauge,
certains vont dire que c'est de l'appropriation culturelle. Moi, j'appelle pas ça de l'appropriation culturelle, j'appelle ça justement le respect des valeurs et de ce qu'apportent toutes les différentes religions. C'est une reconnaissance, c'est une acceptation et c'est un merci finalement. Merci de me permettre d'utiliser votre outil pour moi aller mieux dans ma vie ou moi offrir un cadre de vie sain et bienveillant à mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal en ce moment avec cette vision des gens qui ont de l'appropriation culturelle, que tu sais, tu ne peux plus utiliser de la sauge parce que voilà, tu ne peux plus faire ci parce que ça appartient. Et en fait, c'est dommage parce que je trouve qu'on est en train de séparer tout le monde et de créer vraiment des différences au lieu de tous se rapprocher et de n'être qu'un. Complètement. Mais ça dérange certaines personnes en fait, que tout puisse être accessible, ça dérange. Pourquoi? Parce que forcément ils ont peur de perdre des choses. Je prends aussi un exemple qui m'a été une fois dit, parce que moi je dis toujours que la spiritualité c'est accessible à tous. Oui, c'est ce que je dis aussi. Et c'est vraiment, aujourd'hui en plus on peut s'éveiller comme ça très très facilement parce que les énergies le permettent. Il y a 30 ans c'était pas le cas du tout. J'ai déjà entendu des thérapeutes dire non, il faut que ça reste entre nous, il faut pas partager ça, c'est à nous. Comme si en fait ils avaient peur de perdre leur place. Mais non, il faut donner, il faut transmettre parce que ce qui nous a aidé nous peut aider quelqu'un d'autre. Et si on est dans cette notion d'amour, qu'est-ce qu'on cherche? Bah, on cherche toujours à aider les autres parce que les voir souffrir, ça ne nous convient pas. Donc que ce soit avec des sourates, et c'est vraiment très puissant d'ailleurs quand on les met comme ça en nettoyage de lieu, que ce soit avec n'importe quoi. Moi par exemple, j'ai une branche d'aubépine au-dessus de ma porte d'entrée parce que les juifs font ça pour protéger les lieux. Mais j'aime beaucoup, je me l'approprie et je leur dis merci, je reconnais ce qu'ils nous transmettent. Donc pourquoi pas? Moi je dis, il faut vraiment être ensemble, n'être qu'un, l'unité. Alors, je propose maintenant qu'on aborde le sujet de comment bien protéger sa maison avec des outils simples et qui sont à la portée de tous. Comment peut-être aider une entité qui pourrait vous embêter un petit peu à la maison ou être bloquée. Et à partir de quel moment est-ce qu'on fait appel à quelqu'un comme toi, par exemple? Alors, il faut déjà savoir que dans tous les lieux, et c'est normal, il y a tout le temps des âmes errantes. Elles sont en général de voyage, elles passent, etc. Il faut faire en sorte qu'elles ne restent pas. Donc, pour qu'elles ne restent pas, il faut veiller à ce que les énergies de la maison soient toujours plus ou moins positives. Parce qu'on rappelle que les âmes errantes, elles ont une vibration basse, lourde, dense. Pas, alors négative, mais pas dans le sens méchant. Et donc, si notre lieu de vie est chargé d'énergie négative, elles vont avoir envie d'y rester par la notion de résonance. Elles aiment bien aller vers ce qu'elles connaissent. Donc, l'idée, c'est justement de faire en sorte de nettoyer sa maison de temps en temps. Un petit coup de Palo Santo, un petit coup de sauge, ça va aider en conscience, sinon ça sert à rien. Toujours mettre cette intention de je nettoie les énergies négatives et ça c'est déjà une bonne façon de protéger. On peut aussi activer son gardien. Alors on a tous dans nos lieux de vie ce qu'on appelle un gardien des lieux. Je sais pas si tu le savais. Non. Et alors il y a toujours en fait, c'est ce que j'appelle l'âme de la maison. Donc, tous les bâtiments. Donc si c'est par exemple un bâtiment avec 3 appartements, les 3 appartements ont chacun un maître des lieux, enfin vraiment donc ce gardien de la maison qui va être vraiment le protecteur. Donc l'activer en rentrant chez soi, on ouvre la porte, on dit coucou maison, et on ferme la porte et on dit allez à tout à l'heure maison. Fais attention à toi, protège, voilà. Ça, c'est des petites choses toutes simples qui vont permettre justement de garder une bonne vibration et de faire en sorte que les âmes errantes ne vont pas trop y venir. Le protecteur de la maison, c'est qui? C'est quoi? Alors, c'est pas une âme, c'est vraiment une entité qui n'a pas d'identité. C'est vraiment là, pour le coup, juste une énergie. Ok, oui, c'est presque comme un égrégore alors. Oui, c'est l'égrégore de la maison finalement. D'accord, ok. Avec aussi un petit peu quelque chose de l'élémental, donc des éléments protègent les éléments de la nature. Ok. Mais c'est très puissant et combien de fois je ne suis pas partie de chez moi sans claquer la porte ou pensant avoir claqué la porte et on ne s'est jamais fait cambrioler. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très puissantes à faire constamment. Moi je le fais systématiquement parce qu'on active son gardien et activer son gardien c'est activer la protection. Après on peut mettre une branche d'aubépine au-dessus de la porte, on peut aussi disposer de chaque côté de son entrée soit des petites pierres ou soit des petites plantes qui vont absorber les énergies négatives. Les pierres de seuil dans les églises servaient à ça dans le temps. Et tout ça, c'est des petites choses qui vont aider justement pour protéger. Et si on veut aussi être sûr de bien protéger, on peut doubler tous les murs de sa propriété ou tous les contours de sa propriété avec des murs invisibles. Donc on peut faire le plan par écrit ou on peut le faire en visualisation. Et on va vraiment venir mettre des murs invisibles en demandant à ce que toute énergie négative qui voudrait entrer dans ma propriété ne puisse pas le faire. Alors j'insiste juste sur une chose, c'est que c'est tellement puissant qu'il y a des gens qui pourraient ne plus venir chez vous. Oui, ah oui.
N'en soyez pas étonnés, c'est Ouais. juste que ces personnes n'avaient pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Oui, parfois on a cette impression du coup de perdre des amis ou d'avoir un éloignement avec quelqu'un de sa famille, alors qu'en fait c'est parce que cette personne dégage quelque chose de vraiment de négatif, quoi. Dans mon ancienne maison, ma voisine était marocaine et elle m'avait conseillé de mettre une traînée de sel d'Himalaya tout le long de ma façade et devant ma porte et sur mon appui de fenêtre, en disant voilà, comme ça tu protèges vraiment aussi des énergies, des personnes négatives qui pourraient rentrer dans ta maison. À la condition qu'il faut changer le sel toutes les semaines. Ah oui, c'est ça. Parce que le sel absorbe, il ne nettoie pas, il fait que absorber, donc à un moment donné il est plein, donc il faut pouvoir le nettoyer. Ce qui marche bien aussi sur les fenêtres et les portes, c'est de mettre de l'huile essentielle de fenouil en badigeonne, enfin pas trop non plus, mais son encadreur de porte et toutes les fenêtres avec de l'huile essentielle de fenouil. C'est un puissant repousse énergie négative. Ok. Donc ça c'est Répulsif, chouette aussi à faire. Oui, c'est ça. Et donc si par exemple, admettons qu'un de nos abonnés dit ben voilà, moi j'ai plein d'ennuis dans ma maison, il m'arrive toujours des trucs, il se passe toujours des pépins, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle commun des mortels? Il n'y a pas de petite échelle du commun des mortels. Toute personne est capable de ressentir une âme et donc peut aussi décider de l'envoyer vers la lumière. Ça veut dire que si vous avez l'impression que chez vous, il y a toujours un papy qui est en train de vous épier quand vous allez dans votre douche, c'est du vécu. Ouais, pour le coup, je l'ai vécu aussi. C'était pas un papy, mais c'était un fils à maman qui n'était jamais parti de la maison. Et c'était un peu glauque. C'est sympa, c'est toujours des trucs très agréables. Donc si vous avez ces sensations qu'il y a peut-être quelque chose chez vous, ben c'est très simple. Vous allumez une bougie, vous vous connectez vraiment avec cette énergie du cœur de vouloir aider l'autre qui est en souffrance et de dire voilà, j'ai perçu qu'il y avait une énergie dans la maison. Je ne sais pas le faire passer directement, donc je demande à mes guides et à mes anges de prendre cette énergie et de la faire passer dans la lumière. Et on va le ressentir. On va ressentir que ça fait du bien, c'est agréable. Et puis on peut aussi se mettre à bâiller, avoir un petit renvoi ou quelque chose comme ça qui sera le signe qu'effectivement il y a eu libération. Après ça, on peut se sentir très seul. On peut vraiment avoir une tristesse, se sentir vidé, se sentir comme si on avait perdu un ami. Ok. Mais c'est bon signe, ça veut bien dire qu'effectivement il est passé. On peut ressentir aussi une grande joie, hein. Oui. Mais en général, on sent un grand vide. Le moment où, par exemple, voilà, vous entendez une porte claquer une fois, bon, pas de panique, on fait un passage d'âme comme ça, et puis c'est tout. C'est vraiment quand on a des symptômes à la maison qui sont récurrents, qui sont intenses, qui ne passent pas malgré les passages d'âme qu'on fait, c'est là où on va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose de plus costaud. C'est ça. Que je ne suis pas capable de faire moi-même, donc je vais faire appel à quelqu'un qui va venir travailler en nettoyage de lieux dans ma maison. Oui, moi j'ai par exemple, j'ai pas montré toute la maison encore, mais rien qu'en arrivant, t'es déjà là, il y a du monde. Ce que moi j'ai par exemple, c'est tout le temps des merdes liées à la maison. Donc du style, le dernier en date, c'est la chaudière qui a juste explosé, quoi. Tu vois, il y a même pas de, on peut la réparer, c'est la chaudière est morte du jour au lendemain. Et puis de nouveau dans notre chambière, on remarque que la chaudière qui sont déjà venues réparer 3 fois, qui est une nouvelle chaudière, continue de couler, donc elle se coupe. Et j'avais vraiment à un moment donné, un soir où j'avais vraiment un ras-le-bol de me dire, la maison on l'a entièrement refaite, c'est toutes des choses neuves, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut encore avoir autant de soucis. Et j'ai remarqué que c'est constamment lié à la chaleur. Parce que c'est chaudière chez nous en haut, chaudière ici en bas, des chauffages qui refusent de fonctionner, on ne sait pas pourquoi. Et il y a quoi dans le chaud? Parce qu'il y a un élément en dessous en fait. Le feu? Non. Non, ça chauffe, mais ça chauffe quoi? Tes radiateurs ils sont remplis d'eau. Ouais, c'est l'eau derrière. D'accord, oui, et c'est vrai qu'en plus c'était à chaque fois des soucis avec l'eau. C'était quoi que tu voulais dire, Sarah? Dans la chambre des garçons en haut, il n'y avait pas d'eau dans le robinet. Oui. Il comprend pas pourquoi que ça n'allait pas. Oui, c'est ça. La chaudière en général, c'est la cocotte minute, ça explose. Et en fait, c'est parce que l'eau en énergétique, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est souffrance. Ok. Et quand on n'évacue pas les émotions, quand on laisse, alors c'est pas les vôtres, hein, c'est celles des entités qui sont ici, quand on n'évacue pas, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et donc, il y a un moment donné, paf, ça pète. Et ça pète par quoi? Ça aurait pu être des inondations, ça aurait pu être les canalisations qui d'un coup se mettent à péter. Mais on a eu dans la cuisine, quand les tuyaux avaient cassé en dessous de la cuisine, avec de l'eau qui coulait en bas, enfin on a déjà eu chauffage et eau, on a vraiment, alors ici en plus, et tu l'as dit en arrivant, et c'est marrant parce que tu as dit exactement la même chose que Ludovic, c'est il y a vraiment cette atmosphère de guerre quand on arrive dans ce village, et c'est un village qui chaque année est inondé. Ah oui? Ouais, on a chaque année des inondations, on a eu des inondations cet été, nous. Il faut savoir aussi qu'on a une rivière dans le fond du jardin, donc à mon avis je pense que niveau source, c'est pas mal. On doit être bien
On doit être sur une bonne source. Et je me demande si tout ça ne fait pas justement qu'on a des soucis avec l'eau et le chauffage, quoi. Les inondations en général sur les terrains qui ont été lourdement impactés par des faits très négatifs, la guerre c'est extrêmement négatif. L'eau, les inondations, ça va agir comme un nettoyeur. Donc quand il y a une inondation, je pense par exemple les inondations, bah oui, qui a eu cet été en Belgique. Il y a la ville de Caux qui a été aussi pas mal dévastée. Et en fait, c'est une ville où il y a énormément de mémoire de guerre. Et en fait, moi j'ai presque envie de dire merci la terre parce qu'elle fait son travail. L'eau, c'est le nettoyage. Donc on nettoie, on libère, on évacue toutes les mémoires des sols, toutes les mémoires des terres et ça c'est bon. Même si effectivement matériellement c'est embêtant, mais c'est bien. Et quand dans une maison l'eau pète, les canalisations, on a des toilettes bouchées, des trucs comme ça ou des toilettes qui remontent. Ça c'est qu'il y a un trop plein émotionnel et qu'il faut aller libérer, il faut aller évacuer. Et quand la chaudière arrive à péter à cause de ça, c'est vraiment comme si la soupape là, ça avait lâché. D'ailleurs, c'est marrant parce que même avant qu'on emménage ici, j'avais dans mon autre maison aussi, j'ai souvent eu des rêves d'inondation dans ma maison. Je rêve que il y a de l'eau partout, il y a de l'eau qui coule des plafonds et c'est vraiment grave, quoi. Tu vois, c'est genre là, il y a des litres d'eau qui coulent des plafonds et c'est un rêve très récurrent qui revient chez moi. Dans les rêves, la maison, c'est nous-mêmes. Donc quand on a la maison, c'est vraiment le symbole de ce qu'on est. Et donc quand on est comme ça en train de rêver d'une inondation, c'est qu'on fait un rêve de nettoyage. D'office, dans nos rêves, quand il y a de la notion de l'eau, où on se lave, on va à la piscine, on a comme ça de l'eau dans la maison, c'est d'office qu'on est en train de faire un rêve de nettoyage. Et donc c'est les guides qui nous envoient ce rêve pour nettoyer des choses. Donc c'est bon signe. Ça veut dire que tu étais en train de nettoyer des choses. C'est chouette. On fera d'ailleurs une prochaine vidéo sur toute la thématique des guides et tout ça, de comment bien s'entourer, comment demander de l'aide aussi au quotidien avec ce qu'on peut aussi appeler son équipe lumineuse, comment s'entourer de tout ça. Je pense que ça peut être un sujet qui peut vraiment les intéresser. Est-ce que tu as envie de clôturer sur quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? On n'a rien oublié d'important, mais ce qui est vraiment important à comprendre, je pense, c'est que les âmes errantes ne sont pas là pour vous faire peur. Elles ne veulent qu'une chose, c'est être vues, être comprises pour qu'on puisse justement les libérer de cette errance dans laquelle elles sont. Donc oui, parfois elles sont très maladroites et elles nous font peur. Et puis on se dit, ah, mais j'aurais aimé que tu viennes d'une autre manière, mais elles sont maladroites parce qu'elles savent plus comment faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'entrer en empathie avec elles et de dire, je te comprends, parce qu'on pourrait être à leur place aussi un jour, et on aimerait qu'il y ait quelqu'un qui nous tende la main et qui nous dise, ok, je prends de la distance par rapport à ma peur, je te comprends, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, peu importe qui tu es. Va vers la lumière, je te donne mon amour, je te donne mon aval, vas-y. Et je pense que c'est ça qui, en tout cas moi, j'ai à cœur dans ma pratique, de ramener beaucoup d'amour sur ce sujet qui m'est extrêmement cher. Ok, génial. Moi j'ai une dernière question qui me vient en tête. Au tout début, tu as parlé de certains signes qui pouvaient arriver avant un décès. Quels sont ces signes qui pourraient être décelés? Ça peut être des personnes qui vont commencer à ranger, à trier, à vraiment organiser des choses, comme si elles avaient besoin de se désencombrer. Alors faut faire attention, c'est sûr que si on est fin août, c'est la période où fin août, on est en train de nettoyer, de ranger, on prépare notre petit terrier, hein, donc ça c'est normal. Mais il y a vraiment une accumulation de choses et on voit quelqu'un qui va commencer à parler aussi peut-être de ce qu'elle voudrait une fois qu'elle sera décédée, à organiser ses affaires financières, matérielles, la maison, tout ce qui va être aussi lapsus, des petits lapsus qui vont nous laisser penser que tiens, elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous chez les pompes funèbres alors qu'en fait non, elle avait rendez-vous chez l'anesthésiste. Pourquoi? Donc c'est des petites choses comme ça. Et je pense aussi à une voisine, j'avais une petite vieille en face de chez moi que je n'avais jamais vue parce qu'elle sortait jamais de chez elle. Et un jour elle vient sonner, elle descend l'allée, elle me dit ils m'ont dit de venir vous voir parce que vous êtes infirmière et vous le savez, mais il faut à tout prix aller voir chez la voisine parce qu'elle est tombée, elle s'est fait mal. Et je dis mais qui vous a dit ça? Et elle dit bah eux, vous les voyez pas? Non. Je les voyais pas, enfin je les ressentais, je les voyais pas. Et en fait ça, ce sont des signaux aussi. Les personnes qui, quand elles s'endorment ou quand elles sont comme ça dans des états un peu modifiés de conscience, elles vont commencer à avoir du monde autour d'elles. Oui, ma grand-mère, avant de décéder, chez mon papa, parce que mon papa a gardé ma mamie avec lui dans sa maison jusqu'à son dernier souffle pour pas qu'elle soit seule à l'hôpital. Et elle a... ma mamie, c'est quelqu'un qui a toujours été une dame avec un franc-parler. Elle avait vraiment... Elle disait tout à tout le monde sans filtre, quoi. Elle était très drôle. Et donc, elle n'arrêtait pas de dire, faut dire à ce type-là, bah, il m'emmerde, hein. Il a un grand chapeau noir, il est là tous les soirs, il m'empêche de dormir, j'en ai ras-le-bol, hein. Et on était là, mais qui, mamie? On était là, ça nous faisait super peur, parce que, du coup, nous, on s'imaginait, tu sais, un gars avec un grand chapeau noir, comme ça,
hier dans le bazar, on a mais qui? Elle dit, mais il y a un gars avec un grand chapeau noir qui vient tout le temps. C'est génial. Et elle le voyait vraiment Oui, super fort, quoi. Ouais. En parlant de ça, j'ai quelque chose d'assez comique qui s'est produit à ce moment-là. Donc c'est juste après son décès, j'ai été dormir dans la petite maison où elle logeait à côté de chez mon papa. Et j'ai eu pour la première fois un drôle de truc au niveau du cœur. J'ai commencé comme à avoir de la tachycardie. Ouais, Pas de la tachycardie, pardon, de l'arythmie cardiaque. d'accord. Donc tu sais, c'est le moment où t'as ton cœur qui bat, et puis en une fois, hop, il s'arrête et puis il reprend. Et t'as vraiment ce... Dans ta poitrine, tu sens vraiment ton cœur qui stop et puis qui reprend. Ça a démarré vraiment à ce moment-là, c'était au mois d'août, je m'en rappelle très très bien. Et depuis, quand je fais des explorations, avant j'avais, et je l'ai toujours, quand je rentre dans un lieu, si j'ai mes fameux frissons que tout le monde connaît dans mes vidéos, j'arrive et j'ai vraiment ces frissons particuliers qui vont aller dans ma nuque, et surtout ici au niveau des joues, et je peux vraiment avoir mes poils sur mes bras qui font comme ça, qui s'hérissent. Et bien maintenant, ça s'accompagne d'arythmie. Donc ça va vraiment être, je vais me balader dans un lieu et en une fois, j'aurai mon cœur qui va commencer à faire de l'arythmie. Et je sais que c'est associé de nouveau à ça. Et quand je fais mes séances de soins énergétiques sur quelqu'un, quand je fais mon Reiki, quand je suis sur un chakra qui est encombré ou qui est pas bien, j'ai tout de suite mon cœur qui commence à faire de l'arythmie. Et donc je sais, ok, c'est là que je dois travailler, quoi. Chouette. Mais c'est dingue parce que ça a démarré dans cette maison où elle a vécu ces derniers instants. Donc, Et elle avait elle-même de l'arythmie ou pas? Parce que ça peut être une récupération. Oui, que j'ai récupéré un truc, mais je ouais. ne sais pas. Je pense pas qu'elle avait de l'arythmie cardiaque. Elle avait pas des soucis cardiaques. Mais je me demande si c'est pas aussi peut-être les entités qui l'ont entourée au moment de son départ. Peut-être ce monsieur qui du coup est venu chez moi parce que je lui sens plus réactive ou plus préceptive à ce genre de choses, quoi. Ah, mais c'est super chouette. C'est parce que ça, c'est des petits signaux qui, toi, t'indiquent très vite que... C'est génial. Okay, parce que là, je sais, ok, voilà. oui, c'est quand mon cœur commence à faire de l'arythmie, quand je suis sur, par exemple, le chakra du plexus et que je sens tout comment, celui-là, ok, c'est ici. Ah, c'est chouette. Tu vois, donc ça, c'est top. C'est hyper... Enfin, je veux dire que c'est un peu pratique, quoi. Mais complètement. Pas besoin de rien. Voilà, écoute, Clémence, c'était incroyablement intéressant. J'ai adoré cette première vidéo avec toi. Franchement, c'était super. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Clémence reviendra, si elle en a envie, avec grand plaisir, sur cette chaîne pour aborder d'autres sujets. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que Clémence explique pour en apprendre un petit peu plus. Et je trouve ça vraiment très très chouette d'amener ce type de contenu sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que ça apporte une crédibilité supplémentaire. Et puis vous le savez, moi je suis quelqu'un qui n'a pas peur de mettre d'autres personnes en avant, de mettre le travail d'autres personnes en avant. Je trouve que c'est important. Ah, bah, j'ai une lumière qui s'éteint, ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Je trouve que c'est vraiment important de laisser la place aussi aux autres. Chacun ses compétences en fait. Moi je sais que j'ai des compétences dans certains domaines, mais pas dans tout. Et donc c'est important pour moi de m'entourer de personnes comme toi qui vont apporter énormément aussi aux gens qui me regardent et parfois savoir se mettre sur le côté et tu vois être juste le rôle de la personne qui pose des questions et pas celle qui donne les réponses. C'est aussi une preuve d'humilité et j'espère que ça apportera aussi une leçon bienveillante et positive aux gens qui me suivent, de savoir parfois laisser la place aux autres, de se mettre un peu dans l'ombre et de permettre à d'autres personnes d'être dans la lumière. Et moi ça me fait plaisir aussi. Donc merci Clémence. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite. Ciao. Vous avez dans la description de cette vidéo le lien eBay Club sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire et bénéficier directement de 6 € dans votre cagnotte cashback. Le paradis.